Une reconnaissance pour des années de combat en faveur de l'alphabétisation dans son pays. Le musicien ivoirien Assalfo du groupe Magic System a été nommé hier ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'organisation à Paris dans une ambiance chaleureuse. La directrice générale de l'UNESCO a fait l'éloge de son nouvel ambassadeur. Ses efforts pour la construction d'écoles dans des quartiers défavorisés en Côte d'Ivoire, ses chansons engagées pour Ina Bokova, Assalfo aura été sur tous les fronts dans la lutte contre l'exclusion et l'injustice. Vous avez réussi à faire voyager votre musique au-delà des frontières de votre pays et amener des millions de personnes à découvrir la musique africaine. L'UNESCO vous reconnaît ce talent de construire des ponts entre les cultures. Vous avez créé le festival de musique urbaine d'Anamabo, le village où vous êtes né et où vous êtes une icône vivante. Les statistiques sur l'alphabétisation sont très mauvaises. Aujourd'hui, 17% de la population adulte mondiale est encore analphabète, dont 122 millions de jeunes. Avec son nouveau titre d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Assalfo promet de se battre non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier pour changer la donne. Ma jeune carrière d'artiste-chanteur m'a permis de parcourir plusieurs pays dans le monde et de constater qu'il y a beaucoup à faire pour l'éducation, la culture, la santé, la lutte contre la pauvreté, mais aussi et surtout pour la tolérance, le dialogue et la culture de la paix, gage de tout développement durable. Plusieurs personnalités ivoiriennes sont venues lui apporter leur soutien, notamment la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La cérémonie s'est poursuivie par un concert du groupe Magic System, moment pour Assalfo et ses amis d'enflammer la salle, et même les officiels n'ont pas résisté à la tentation. Des pas de danse pour réaffirmer que la musique est aussi l'une des meilleures armes pour sensibiliser l'opinion publique aux questions d'éducation. Le président Compaoré aura tout essayé pour mettre les parties maliennes autour d'une table de négociation. Après plusieurs mois de médiation, la question du Nord reste posée. L'usage de la force pour rétablir l'intégrité du territoire malien semble de plus en plus inévitable. Nous avons déjà eu des entretiens avec un certain nombre de mouvements armés du Nord Mali et nous attendions donc la mise en place d'un organe national de dialogue au Mali pour permettre aux deux parties de pouvoir échanger. Depuis mardi, le président Dioncounda Traoré a adressé une requête pour le déploiement des troupes en attente de la CEDEAO pour bouter les forces rebelles du septentrion malien, des rebelles qui viennent de prendre une nouvelle ville, Douenza. C'est la requête du président Dioncounda à l'adresse de la CEDEAO et nous attendons, comme l'a dit le président, d'apprécier cela entre chefs d'État avec nos différents responsables de sécurité. Je peux vous dire que le Burkina Faso, qui du reste, à cause du voisinage, est très intéressé par la stabilité du Mali, sera très disponible. Le Burkina disponible pour envoyer des troupes au Mali, le Nigeria, le Togo et le Sénégal le sont également. Ces pays sont déjà présents en Guinée-Bissau dans le cadre du déploiement de 600 casques blancs de la CEDEAO pour sécuriser la transition. Pour le Mali, la CEDEAO a besoin de 3000 hommes. Le Ghana, pour sa part, n'envisage pas pour l'instant l'envoi de troupes. En visite à Ouagadougou ce mercredi, le président John Mahama Dramani évoque des questions de politique intérieure. Au niveau du Ghana, il faut savoir que nous avons un certain nombre de contraintes. Nous avons déployé beaucoup de troupes pour le maintien de la paix. Actuellement, le Ghana est impliqué dans 5 opérations de maintien de la paix. Et vous savez également que nous devons organiser des élections en décembre au niveau donc de notre pays. La tâche ne sera pas du tout facile pour la CEDEAO. À Bamako, l'arrivée des casques blancs ne fait pas l'unanimité. Les forces armées se sont toujours montrées hostiles au déploiement de troupes étrangères au Mali. Dans le désert du Sahel, en Mauritanie, le camp Béra. Ce centre accueille les enfants réfugiés maliens en leur offrant t-shirts et nouveaux jouets. Plus de 500 enfants âgés entre 3 et 6 ans. 26 volontaires surveillent ces enfants en essayant de leur donner une certaine éducation. On a seulement cet espace, on a fait un programme. Chaque jour, on a 60 enfants ici pour les éduquer. Depuis les attaques dans le nord du Mali, les enfants ont vu leur année scolaire écourtée.
Le Canberra a pour mission de rescolariser ces enfants maliens. On est obligé d'enseigner les enfants à la maison pour qu'ils ne perdent pas l'année scolaire. Les parents et les organisateurs du camp œuvrent ensemble pour donner à leurs enfants une scolarité normale. 4 écoles sous tente ont été préparées pour la prochaine année scolaire. En prélude aux élections locales et législatives partielles qui se tiendront en octobre prochain au Gabon, la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP s'est réunie en assemblée plénière à Libreville pour lancer le processus électoral. Il y a un processus électoral à mettre en place, la loi électorale prévoyant que c'est cette structure élargie, la Commission électorale, qui gère les processus électoraux. L'élection concerne essentiellement le remplacement du député du district d'Ikoitini, Paul Biougemba, nommé président du Conseil économique et social. La Cour constitutionnelle a également constaté la démission en bloc de plusieurs conseillers de la commune d'Omboué. Dans l'élection au conseil municipal d'Omboué, la commission avait un délai de 3 mois. Et pour l'élection du député du 2e siège du département du Komou-Monda, nous avons un délai de 2 mois. En parallèle à la réunion, la CENAP a procédé aux nominations des présidents des commissions dans les circonscriptions concernées par ces reprises. Un séminaire dit de formation des commissaires chargés du scrutin a également eu lieu avant leur prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Des représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition compléteront la liste des personnes qui devront superviser les élections. Depuis l'adoption en juin 1998 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, seuls 26 États membres de l'Union africaine l'ont ratifié. Cette situation explique la visite de sensibilisation au Sénégal des autorités de cette instance judiciaire pour en faire un instrument vivant. Une seule stratégie qui consiste à rencontrer les plus hautes autorités de l'État, ce que nous avons fait, continuons à faire, afin d'abord de les informer de cette exigence qui n'est pas toujours bien connue. Au Sénégal, ce n'est pas l'exception. Partout en Afrique, si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, nous le devons en très grande partie à l'action des militants des droits humains qui l'ont souvent fait dans beaucoup de pays au péril de leur risque. Donc je voudrais ici leur rendre hommage. Cependant, à ce jour, seuls 6 sur les 26 États membres ayant ratifié le protocole ont déposé la déclaration permettant aux ONG et individus de saisir directement la Cour. Faudrait-il donc attendre encore? Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller carrément vers la réforme du statut. Il faut réformer l'article 5 qui prévoit cette déclaration 34.6 et dire carrément que la Cour sera saisie par les États, par les organisations gouvernementales publiques, par les organisations non gouvernementales. Il faut que nous ayons un accès direct sans dépendre ou être suspendu au bon vouloir des États. Au terme de cette tournée africaine de sensibilisation, dont le Sénégal en est le 12e pays visité, la Cour s'attend à une déclaration spéciale par les gouvernements, conformément aux recommandations du dit protocole. C'est après cela que l'instance serait devenue efficace et efficiente au service des États et des peuples africains. Valoriser la forêt, pérenniser la forêt pour les générations futures, c'est l'ambition de ce paysan camerounais depuis son village natal à Matom dans le département d'Union-Ekele, région du centre. Lorsque, en 1974, la société de coupe de bois de Pouga est venue ici, elle a coupé tous les bibingas, tous les moabis, tous les sipos, et j'en passe. Je dis qu'il faut régénérer. J'ai vu scier un bibinga ici qui avait un diamètre de 2,62 m. Cela fait plus de 20 ans qu'il s'est lancé dans cette agriculture d'un autre genre et le couvert végétal est là pour en témoigner. À la régénération des forêts, il a greffé la culture des arbres fruitiers pour l'apiculture. Et là, en dessous, il y a un petit arbuste qu'on appelle le paré, qui lui nourrit les abeilles. Il y a aussi dans sa plantation des espèces à valeur ajoutée.
Si vous allez dans une forêt, vous trouvez qu'on a taillé la peau d'un arbre pour la médecine. Vous êtes exploitant forestier, vous n'avez pas le droit de le couper. Si vous trouvez qu'on le mange, vous n'avez que les populations le mangent de base, vous n'avez pas le droit de le couper. Alors c'est tout ça qui constitue les espèces protégées. Le sieur Nguijoy n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il espère initier d'autres paysans à cette autre agriculture et aussi intéresser l'État à cette activité qui figure dans le cahier de charges des forestiers, mais qui dans les faits n'est pas pratiquée.